ses invités. Posez toutes vos questions au 01 42 32 15 15. Bonjour, et si nous étions tous reliés les uns entre les autres, des communications dont nous n'aurions pas conscience, bien évidemment, s'il y avait une sorte de psychisme universel qui fasse telle la termitière, qui relie tous les individus entre eux sans qu'apparemment ceci ait la perception de l'ensemble, eh bien peut-être que nous, les êtres humains, nous serions dans cet état. Ça paraît invraisemblable et pourtant, aujourd'hui, des scientifiques très sérieux ont essayé de placer des ordinateurs afin de jauger les psychismes qui se relieraient entre eux et de voir si nos états émotionnels, entre autres, pourraient s'additionner et pouvoir éventuellement percevoir les événements qui régissent les êtres humains. Deux invités avec nous pour évoquer ce vaste sujet, ô combien passionnant. Grégory Gutiérrez. Une faute, ah, ça commence bien. Il est à l'Institut Métapsychique. Alors, on peut peut-être rappeler 2 secondes ce qu'est l'Institut Métapsychique? Oui. C'est un institut reconnu d'utilité publique qui a été fondé en 1919 par... Moi aussi, je suis d'utilité publique. Oui. Et fondé en 1919 donc par des savants et des intellectuels français, dont le prix Nobel 1913 Charles Richer, l'astronome Camille Flammarion et quelques autres, et qui s'intéressent à ce qu'on appelait à l'époque la métapsychique, qu'on appelle aujourd'hui la parapsychologie. Voilà, du beau monde, du beau linge, dirait-on aussi, avec aujourd'hui un garçon qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, Mario Varvoglis, qui est le président. Oui, qui est depuis quelques années le président, qui avant avait travaillé aux États-Unis au Maimonides Hospital. Oui, c'est bien dit. Sur des expériences de Ganzfeld notamment. Alors expliquez Ganzfeld parce que... le terme Ganzfeld lui-même, c'est un terme de la psychologie allemande qui veut dire champ unifié. Quand on met une personne en état de Ganzfeld, ça veut dire qu'on l'allonge sur un fauteuil ou sur un lit par exemple, et on essaie de la priver de tous ses sens normaux. C'est-à-dire qu'on lui met un état modifié de conscience, tout simplement. C'est une sorte d'état d'hypnose très technicisé, quoi. Et qui nous permet d'entrer dans les profondeurs de la psyché et de découvrir peut-être des mondes que nous ignorons à notre état de veille, mais qui néanmoins participent à notre existence. Voilà, ça permet d'investiguer des états de conscience qui ne sont pas l'état de conscience de veille normal. Très bien. Autre interlocuteur, Maxence Layet. Il est journaliste indépendant et vous êtes spécialisé dans les nouvelles technologies. Alors vous intéressez, c'est très vaste, hein, à tout ce qui fera le monde de demain, et en particulier ce qui a souvent été négligé dans l'approche technologique depuis 2 siècles, à savoir réintroduire la psychologie dans ce qui concerne les êtres humains. Oui, effectivement, ça fait partie des aspects que j'essaye d'explorer, ou en tout cas de couvrir avec des articles. Et en l'occurrence, c'est ce qui m'a fait m'intéresser au projet Conscience Globale, parce que on est en situation on en parlera plus tout à l'heure encore, mais on est en situation d'un réseau d'ordinateurs qui témoigne, manifeste, enregistre, crépite avec pas mal d'anomalies statistiques qu'ils affichent comme ça à l'écran. Et même si pour l'instant on n'a absolument aucune idée quant à la nature moi j'imagine en tout cas de l'énergie qui pourrait interagir entre l'un et l'autre domaine, en tout cas il y a des hypothèses, il y a des postulats qui découleraient de ces significations statistiques. Alors vous avez presque défloré le sujet, c'est parfait, on va aller plus loin, mettre tout de suite en place le réseau qui existe au niveau mondial. On reviendra à la jeunesse de l'histoire dans quelques instants, mais vous dites il y a des ordinateurs. 75, si j'ai bien lu Psychologie Magazine, un papier d'Éric Pigani, c'est ça? Il y a une 50aine d'ordinateurs à travers le monde et il y a 75 chercheurs qui sont impliqués activement dans ce réseau informatique. Alors, ces ordinateurs sont placés de telle sorte qu'ils essaient de capter nos états émotionnels, les états émotionnels d'une population en un lieu donné, c'est cela? C'est effectivement l'hypothèse a priori qui sous-tend la mise en place de ces ordinateurs. Mais en fait, c'est vraiment un peu l'histoire du projet, c'est vraiment un peu une histoire de poupée russe, où en fait, les ordinateurs, cette 50aine d'ordinateurs qui sont en réseau les uns avec les autres, sont simplement disposés à
à pas mal d'endroits, bon en l'occurrence plutôt des pays comme la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil. Il y en a maintenant aux îles Fidji et en Thaïlande aussi. Il y en a deux en France. Ça a vraiment essaimé un peu partout dans le monde. Mais ils ont des capteurs, comment ça fonctionne? Ils fabriquent des séries numériques, ils fabriquent des chiffres au hasard. Et donc comme ces chiffres sont générés de façon complètement aléatoire, ils sont censés répondre à des courbes statistiques ou des principes statistiques qui sont ceux qu'on appelle la courbe du hasard. D'accord, donc théoriquement, on ne peut pas repérer la moindre reproduction séquentielle, c'est ça? Il y a cet aspect-là, et il y a aussi l'aspect qu'en tant que générateur numérique aléatoire, ils sont censés être protégés, blindés de toute influence extérieure. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est là que l'on peut revenir à la jeunesse de l'histoire. C'est un ingénieur américain qui travaillait chez Boeing, Monsieur Schmidt, qui dans les années 60 avait créé ce premier appareil aléatoire avec des ampoules. Et un jour, il s'est dit, et si la pensée pouvait influencer ce champ aléatoire? C'est ça? Oui, c'est ça en quelque sorte. C'est-à-dire que ce type de machine, celle-là, c'était la première, à base d'ampoules. Puis avec les années 70 et tout ce qui est micro-informatique, ça s'est miniaturisé. Ce sont des dispositifs qui ont commencé à être exploités dans des perspectives d'études, de recherche par APSI. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on part d'ampoules, imaginons, c'est Las Vegas, c'est ça, ouais. C'est facile, ça clignote dans tous les sens, et lui il est parti de l'hypothèse qu'éventuellement, en faisant un effort de concentration, eh bien, ce jaillissement de lumière pourrait être influencé à la demande. Tout à fait, oui. Et alors les résultats ont été probants. En l'occurrence, effectivement, c'est ce qu'on appelle la micropsychokinèse. Il y aurait un effet à tester avec donc moult études qui ont repris le même type de protocole, de dispositifs et qui les ont améliorés avec le temps, bien sûr, pour les affiner. Mais il y aurait une influence de l'esprit sur la matière, mais une matière donc qui est au niveau du processus électronique, puisque là typiquement le type de question qu'on pourrait poser à une personne qui va s'asseoir devant le tableau de commande, c'est par rapport à des chiffres qui vont s'afficher à l'écran, est-ce que vous voulez plutôt des chiffres pairs ou des chiffres impairs? Donc normalement il y a une chance sur deux. Au total, des millions ou des milliers de chiffres qui vont être produits pendant une heure. Et au sortir de cette heure, si la personne s'est bien concentrée, si la personne est un sujet psy ou qu'importe, eh bien... Un sujet psy, c'est-à-dire quelqu'un qui a tendance... des capacités, oui. D'accord, à influencer. Ce que l'on appelle éventuellement un voyant, un médium. C'est ça, oui. D'accord. Exactement. Donc, eh bien, hop, on va avoir plus de chiffres du côté pair, ou plus de chiffres du côté impair, et bien sûr, ça tendrait du côté où la personne a voulu que ça tende. Alors de la même manière, on aurait démontré de cette façon, ou du moins dresser une hypothèse sérieuse, que l'on serait capable de préconition, donc de prévoir ce qui va se passer, en étant dans un état neutre, de dire ça va plutôt être une ampoule paire ou une ampoule impaire qui va s'allumer. C'est ça, toi? Oui, c'est à peu près ça. Il y a plusieurs théories qui ont été émises par les parapsychologues depuis qu'ils font ces expériences. Mais au départ, avant ces générateurs aléatoires qui sont des petites merveilles d'électronique que la technologie actuelle a permis de créer. Rhine, aux États-Unis, entre les années 30 et 50, par exemple, il avait essayé de systématiser ce genre de recherche sur la psychokinèse avec, par exemple, des dés qui étaient mis dans des cages qui tournaient aléatoirement, qui s'ouvraient d'un seul coup, et les dés tombaient par terre. Et un sujet psy était censé influencer la chute des dés pour avoir plus de 6 que de 1, par exemple. Je crois que Rémi Chauvin a retenté les expériences en France et Yves Lignon également à Toulouse. Oui. Hein, les deux, et apparemment, ils ont corroborer les travaux de Rhine. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, mais puisque l'homme est intervenant au départ, de cette façon, il y a une incidence, même si on ne s'en rend pas compte, alors que avec une machine, il n'y a pas d'intervention. Là, c'est directement le cerveau de l'individu qui finit par... Quand Rhine mettait des dés dans les cages, c'était dans le but évident qu'il n'y ait pas d'interaction entre l'expérimentateur ou le sujet psy et la chute des dés elle-même, pour éviter tout biais statistique ou tout biais expérimental qui puisse fausser les résultats. Et les générateurs aléatoires actuels, c'est l'actualisation de ce genre de technique. Et on en est aujourd'hui à des petits boîtiers qui ressemblent à des boîtes d'allumettes qu'on branche à un ordinateur et qui produisent toutes les secondes des centaines de 0 et de 1, comme une pièce qu'on lancerait en l'air. Alors, les premiers résultats,
sont probants puisqu'ils laissent bien mettre en évidence que la pensée des individus placés devant la machine ou avant, quand c'était de façon plus artisanale, soit en résonance au moins. Oui, ils ont ce que Rhine a montré par exemple avec ses études statistiques sur la question qui ont été validées par un institut de mathématiques américain qui a dit que les expériences de Rhine, il ne se prononçait pas sur l'interprétation des résultats, mais qu'au moins les calculs et l'analyse de Rhine étaient justes au niveau mathématique, donc on ne peut pas trop les remettre en cause. Ces expériences de Rhine, ce qu'elles suggèrent, c'est qu'il y a une corrélation entre la volonté de l'être humain, qui se trouve devant ces dés par exemple, et le résultat des dés. Alors, est-ce que ça permet, là aussi, d'étendre notre champ de réflexion à deux autres personnages, à savoir Teilhard de Chardin, qui a dit qu'il y avait une sorte de conscience globale, il appelait ça la noosphère, c'est bien ça ? La noosphère. Bon. Et puis il y a Jung, l'inconscient collectif. Alors l'inconscient collectif qui suggère que nous soyons tous reliés les uns entre les autres. Et là, des travaux de Rhine à partir de ces moyens électroniques d'aujourd'hui, il y a un autre chercheur qu'on peut faire jaillir dans la conversation, qui est Nelson avec son fils. Ils se sont dit plusieurs personnes devant un appareil, est-ce que leur psychisme a une action amplifiée? Et apparemment ça semble démontrer. Oui, c'est bien ça, c'est-à-dire que là ce qu'on a abordé, c'est les expériences qui pouvaient se situer en laboratoire, donc dans un environnement protégé avec une seule personne. À partir des années 95-96, enfin 1995 ou 1996, Nelson, en tant que chercheur, en tant que psychologue et chercheur dans le domaine de la parapsychologie, s'est dit, bon, et si on sortait ce matériel-là, ce générateur aléatoire, si on le sortait du labo pour le mettre lors d'assemblées, pour le mettre à l'extérieur, lors d'assemblées de personnes impliquées dans diverses activités, qui peuvent être priées ensemble, qui peuvent être dansées ensemble, qui peuvent être tout simplement être des supporters d'un stade de foot. Donc en mettant comme ça cet appareil hors du laboratoire, dans le réel, avec une foule, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui s'est... et donc là, en le mettant donc à une plus grande échelle, ils se sont effectivement aperçus que quand il y a donc résonance, quand les personnes en tout cas sont dans une activité impliquante, dans une activité... Ils sont focalisés sur la même idée. Voilà, focalisés sur la même idée. C'est un peu la notion d'effet de foule. C'est-à-dire quand on partage un petit peu le même état émotionnel, le même moment... Quand on se met en communion, n'ayons pas peur, mes frères, à l'heure de la messe. Oui. Les corrélations statistiques montrent des écarts significatifs par rapport à ce que le hasard seul devrait donner. C'est-à-dire que pour être bien clair vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, en l'occurrence, on a une sorte de psyché globale qui s'est créée. C'est en tout cas l'interprétation. Oui, c'est la théorie de Nelson qu'il essaie de vérifier. Que de la même manière qu'on a une atmosphère autour de la Terre et un champ magnétique, il y aurait une noosphère, c'est-à-dire le champ de la pensée de l'humanité. D'accord, mais Antoine et Maxence, en l'occurrence, les premiers... Grégory et Maxence. Grégory, oui, pourquoi je dis Antoine? Parce que vous avez les cheveux longs, c'est pour ça. J'ai pas de bateau pour aller aux îles Fidji. Les résultats montrent qu'il y aurait bien cela, puisque un groupe d'individus influence la machine. Effectivement, c'est-à-dire que mis en présence avec un groupe d'individus, à l'extérieur, ça a donc été des expériences qui ont été menées entre 96 et 98, donc en présence avec donc un groupe de personnes qui étaient en train de faire une célébration un petit peu New Age à côté des pyramides d'Égypte, au milieu d'un stade de foot anglais avec des supporters qui étaient tous présents, qui partageaient qui suivaient le match tous ensemble dans le stade. Les données statistiques ont montré qu'il y avait en tout cas des déviations qui apparaissaient sans explication physique possible, à moins d'intégrer cette hypothèse-là. Une question a jailli dans mon esprit en entendant le mot pyramide d'Égypte. Oui. Est-ce que, puisque l'on dit qu'il y a une sorte, là aussi, de champ très particulier lié à ces monuments, la déviation enregistrée sur la machine était-elle plus importante que dans un match de foot? Donc, pourrait-on traduire ça par des lieux? Là encore, étendons, pourquoi pas une cathédrale, serait-il plus favorable à créer une sorte de champ psychique global? Là, on rentre directement dans une certaine catégorie d'hypothèses, ou en tout cas de facteurs de contexte, qui n'ont pas, aujourd'hui, par manque de temps, par manque de moyens, n'ont pas été analysés statistiquement et mis en corrélation. Ce qui est mis en corrélation, c'est la présence d'un événement impliquant un groupe de personnes, avec un capteur passif, en l'occurrence l'ordinateur qui génère des chiffres, et ces chiffres
ils se produisent pas, ils sont pas fabriqués comme le hasard devrait les fabriquer. C'est-à-dire que les générateurs semblent ne plus fonctionner normalement au moment où un grand nombre de personnes sont focalisées sur le même événement. Mais on n'a pas encore différencié entre la pyramide et le stade de football. Cette perspective-là n'a pas été, ça n'a pas été du tout étudié pour l'instant, ni corrélé, ni rien. Mais simplement par manque de moyens. C'est-à-dire que ça fait partie des motifs possibles, en tout cas des influences possibles que Nelson sur son site web liste comme grosso modo appel à bénévoles pour mener des enquêtes, des études parallèles ou des travaux de confirmation parallèles sur ces aspects-là. Mais pour l'instant, ça n'a absolument pas été abordé et ça n'est pas évoqué non plus dans les rapports, dans les publications. D'accord, parce que n'oublions pas, les Romains en particulier, les lieux de culte païens qui étaient les leurs, ils les édifiaient pas n'importe où. Ils recherchaient des nœuds d'énergie. Tout à fait, oui. Alors, il faudrait savoir si ces nœuds d'énergie viennent dynamiser une sorte de pensée globale. Mais là-dessus, moi j'aimerais bien poser une question à Grégory, c'est comment est blindé ou protégé le Egg qui se trouve à Paris à Alors attendez, vous voulez dire Egg, je vous coupe parce que pour ceux qui nous écoutent, on n'avait pas encore dit Egg. C'est vrai. Alors Egg, ça veut dire œuf et c'est un jeu de mots aussi. Parce que Egg, E-G-G, c'est le nom qu'a trouvé Dean Radin, un collègue de Nelson, pour parler de ces petites machines, en faisant un parallèle avec les électroencéphalogrammes ou électroencéphalographes, les deux termes existent, pour mesurer l'activité mentale dans un crâne humain. L'EGG, E-G-G, c'est l'électrogaïagraphe, c'est-à-dire c'est l'électroencéphalogramme de la Terre, quoi. Alors, évidemment, la Terre n'est pas un gigantesque cerveau, mais l'analogie est parlante, quoi. Donc on a choisi ce terme de Egg. Alors pour reprendre les propos de Maxence qu'il vous adressait, mon cher Grégory, pour éviter toute coquille, est-ce que l'Egg est protégé de telle sorte? Oui, alors les Egg actuels, il y a 3 ou 4 grosses sociétés qui fabriquent des générateurs aléatoires et non pas des Egg. L'Egg, c'est l'alliance d'un ordinateur qui envoie des données sur Internet et d'un générateur aléatoire qui est branché et qui génère ces données. Oui, dans le cadre du projet Nelson, c'est vraiment le nom qui est donné à chaque unité qui fabrique des chiffres et qui les envoie au serveur central. Mais l'Egg est fondé sur un générateur aléatoire, on appelle ça en anglais un GNA, c'est pas grave. Ah non, il y a plusieurs noms. Random Event Generator, par exemple. Et ces petites machines-là, donc c'est l'espèce de petite boîte d'allumettes dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'est pas utilisée qu'en parapsychologie. C'est pas un truc propre aux parapsychologues qui, dans leur coin de petite folie, auraient inventé un truc bizarre pour accréditer leur croyance d'origine. C'est aussi utilisé dans la science plus normale, parce que beaucoup de scientifiques ont besoin de séries de chiffres aléatoires pour travailler. C'est utilisé en informatique et chez les militaires pour des questions d'encodage et de encryption en anglais de données, et c'est utilisé aussi dans les casinos à Las Vegas ou ailleurs où on a besoin de séries aléatoires, et sur le net dans les casinos online, etc. C'est utilisé aussi par les physiciens et les astronomes qui essayent de capter des rayonnements extrêmement ténus et quasi impossibles à mesurer. Pour répondre donc à la question de Maxence au début, ces petits générateurs aléatoires évidemment sont blindés parce qu'ils sont faits effectivement pour ne pas être influencés par des champs magnétiques qui seraient à côté. Si vous mettez un portable un champ magnétique c'est une chose, la psyché humaine c'est autre chose. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Puisque dans les expériences qu'on peut tenter ici et là pour essayer de montrer que nous pouvions peut-être être en connexion, on met des gens dans des pièces de béton et avec une impossibilité théorique d'être dans une captation. Oui, c'est ça, on essaye d'isoler d'un maximum d'éléments extérieurs. Oui. Et puis, justement, si quelque chose se déroule ou se déclenche, ou en tout cas apparaît dans le traitement et l'analyse des données, et on se rend compte que, il y a quand même quelque chose qui apparaîtrait, comme tel facteur d'influence, tel facteur d'influence ont été isolés ou ont été, sont impossibles, il est impossible que ces facteurs-là puissent intervenir dans le cours de l'expérience. En tout cas, ça peut pas être ces raisons-là. C'est quoi d'autres? Donc, pour le moment, on peut conclure que la télépathie serait plus infiltrante qu'un champ magnétique habituel. Oui. Alors on va faire une pause là-dessus, mes seigneurs, Grégory Guterriez et puis Maxence Layet. On se retrouve dans un instant pour parler des événements qui ont été vécus fortement sur la planète et quels sont les résultats qui sont apparus sur ces appareils aléatoires.
Il y a beaucoup d'anomalies. Le paranormal ne sera peut-être pas aussi paranormal que cela. C'est-à-dire que tous les événements qui nous encouragent, pour certains tout du moins, à inventer une sorte de lien avec l'au-delà, eh bien pourraient se traduire par un lien global simplement entre les êtres humains. C'est peut-être plutôt ça le thème de notre conversation aujourd'hui, mon cher Grégory Gutiérrez et Maxence Layet. Nous sommes d'accord? Ce sont les premiers éléments de la démonstration telle qu'elle apparaît avec tous ces ordinateurs qui captent nos émotions? Oui, là on a effectivement parlé un peu de l'origine des machines. Après on a abordé l'initiative de Nelson qui a été de sortir ces machines d'un environnement protégé pour les mettre à l'extérieur. In vivo, comme il dit, oui, effectivement. Et en fait, l'étape, donc ça a été vraiment il appelait ça, son appareil, il appelait le field reg, c'est-à-dire donc un générateur aléatoire de terrain. Voilà, de terrain. Évitons de traduire à chaque fois, restant en français. Et la dernière étape a été, et si ces dispositifs qui peuvent être mis sur le terrain, et si on les reliait entre eux, et si on tissait comme ça une toile équivalente à Internet, en quelque sorte un réseau de nœuds d'ordinateurs, les eggs en l'occurrence, si on tissait donc une toile de ces différents eggs qui seraient positionnés un peu partout autour de la planète, et on les laisse fabriquer des données, et on écoute tout simplement. Y a-t-il une incidence du nombre de eggs reliés? Y a-t-il une amplification de l'enregistrement? C'est-à-dire si vous avez 3 eggs sur 3, donc 3 endroits du monde, si soudain vous en avez 15, est-ce que l'amplification est notée sur la machine? Le signal est plus grand. Voilà. Non, je pense pas qu'on puisse dire que le signal est plus grand, parce que les résultats statistiques qui sont sur le site du Global Consciousness Project ne montrent pas qu'il y ait des résultats plus grands aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans. En revanche, ils sont de bien meilleure qualité. Oui, mais alors, on va arriver, puisque j'ai dit, l'influence des événements qui touchent le monde. Alors, des expériences ont montré, par exemple, au moment de bombardements en Yougoslavie. Oui, il y a des bombardements au Kosovo en mars 99. Les eggs, il y avait à ce moment-là une douzaine d'ordinateurs qui tournaient dans le monde, essentiellement en Europe et aux États-Unis. Et le jour des bombardements, où les bombardements ont commencé, le 24 mars, les eggs, on a enregistré sur cette douzaine d'eggs des déviations par rapport au hasard clairement significatives. Alors c'est des échelles très petites, parce qu'on est à un niveau vraiment minuscule de détails mathématiques et de discussion entre mathématiciens et statisticiens, etc. Mais c'est des résultats qui sont là, qu'on ne peut pas ignorer. Ce jour-là, alors qu'on se préparait à ce qu'il y ait des bombardements en Kosovo, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils tombent ce jour-là. Et d'un seul coup, beaucoup de gens ont été focalisés par cette information et ont regardé la télé et ont écouté la radio, etc. Et il y a eu une grande concentration de millions de personnes sur le même thème, et qui était une sorte de choc émotionnel pour beaucoup de gens. Et ce jour-là, les eggs se sont déréglés. Alors là, on se dit, l'événement concerne l'ensemble de la planète, mais il y a des mouvements de masse énormes. Prenons les musulmans lorsqu'ils se rendent à la Mecque. Il y a eu, là, il y a 3 semaines, ils étaient, je sais plus, 1 million, voire 2 millions à la Mecque. Ça ne concerne qu'une partie de la population mondiale et tous les capteurs ne peuvent pas enregistrer, mais est-ce que l'un des capteurs, lui, montre qu'il y a une montée d'émotion du côté de la Mecque? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études sur cet événement du pèlerinage à la Mecque lui-même, donc je ne peux rien vous dire là-dessus. En revanche, plus récemment, le 15 février, il y a eu un peu partout sur la planète des manifestations monstrueuses, monstrueuses au sens du nombre de personnes, pour la paix et contre la guerre en Irak, et qui a touché énormément de pays. Il y en a eu du Japon, en France, aux États-Unis, un peu partout, et dans les pays arabes, etc. Et ce jour-là, ce jour des manifestations, le résultat statistique sur toute la journée est disponible sur le site de Roger Nelson. On voit qu'il y a clairement une déviation. Tous les eggs, il y en a donc une 50aine. Les données rassemblées de tous ces eggs-là, une fois qu'elles sont traitées, montrent qu'à partir de 11h du matin à peu près, les machines commencent à se dérégler et ça dure quasiment toute la journée et ça s'abaisse à partir de 21h30, 22h. Alors allons plus loin. Là c'est intéressant puisque l'ensemble de la planète
s'affichait contre la guerre, mais aux États-Unis, les manifestations étaient plutôt microscopiques. Or, je pense que des capteurs sont en majorité aux États-Unis. A-t-on, à un moment, déconnecté les capteurs des États-Unis pour voir quelle était l'incidence sur le résultat global, et puis après, en réintroduisant les informations venant des États-Unis. Et à ce moment-là, est-ce que le signal avait changé? Alors, j'ai pas cette information-là, mais ce serait intéressant, mais je vous reprends sur une information que vous venez de donner. Au tout début, effectivement, la plupart des legs se trouvaient sur le territoire des États-Unis, évidemment, des Américains qui ont lancé le projet, en collaboration avec quelques Européens. Mais aujourd'hui, il y en a une cinquantaine, dont la plupart en dehors des États-Unis. Alors maintenant, la majorité se trouve en Europe maintenant. Voilà. Et aux États-Unis, il y en a que 2 ou 3, dont un qui se trouve en Alaska. Donc. Ah bon? Il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis. Parce que là aussi, ce qui compte, c'est de couvrir la planète. Et par rapport à. Mais en Alaska, comme vous dites, à part les ours blancs, il n'y a peut-être pas grand monde. Ouais, mais il se passe aussi des choses. Selon la région où l'on a placé ce système de captation, si la densité de population est très importante, ça doit avoir une action. Ben, ça c'est sûr. C'est-à-dire que par rapport à la question concernant les pèlerinages à la Mecque, le problème, en l'occurrence, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui émerge en termes d'analyse ou de reconstruction statistique, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau global, c'est-à-dire au niveau de la planète. Donc, donc un événement qui ne concerne qu'une partie de la planète va soit pas apparaître, soit apparaître très faiblement. Ou alors uniquement apparaître sur le capteur, l'ordinateur qui se trouve dans l'endroit en question. Et comme il n'y en a pas dans la péninsule arabe, eh bien, localement, peut pas avoir de données. Ça n'a pas pu être mesuré. Mais effectivement, c'est une bonne idée à avoir. Il y a un exemple à une échelle beaucoup plus réduite. C'est l'enterrement de Lady Di. Non, en mai 2000, il y a. On va parler de l'enterrement de Lady Di. Et des attentats du World Trade Center, parce que les résultats sont très impressionnants. Oui. En mai 2000, le 22 mai 2000, il y a un des premiers scientifiques qui s'était intéressé au projet, qui s'appelle Barry Fenn, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui avait installé deux EGG, un dans sa société d'informatique et un autre à l'université d'Auckland, grâce à un collègue à lui, qui décède d'un cancer. Et Roger Nelson décide de récupérer les données des deux EGG en question pour analyser leurs résultats statistiques tout au long de la journée. Et d'après son étude à lui, il y a effectivement une corrélation entre le déroulement des faits cette journée-là et les dérèglements de l'EGG, des deux EGG pendant la journée. Par exemple, c'est à 7h du matin que Barry Fenn est admis à l'hôpital. Il décède à 9h30. À 9h30, pardon, ses proches arrivent pour le rejoindre à l'hôpital. À 12h, son décès est prononcé. Et à 14h30, la nouvelle est annoncée à tous ses proches qui n'avaient pas pu venir. La courbe donnée par ces deux EGG, par un hasard vraiment étonnant, semble coller à cette période d'événement, et notamment à 14h30, le moment où la nouvelle est connue par tous ses proches, la courbe d'un seul coup enfle de manière très prononcée. Alors on pourrait suggérer qu'effectivement des événements locaux influencent les EGG locaux. Oui, effectivement, et ce qui fait que pour les manifestations du 15 février, en fait, Nelson avait émis effectivement l'hypothèse ou une prédiction que ce jour-là, certaines anomalies allaient pouvoir apparaître au niveau de la courbe générée. Et en fait, il se rend compte que avec le début de la journée, lui, dans son temps local aux États-Unis, début de journée, la courbe commence à enfler parce qu'en fait, il est midi du côté de l'Australie et les manifestations commencent. Et donc, il se rend compte que là, la courbe s'écarte un petit peu. Et quand par rapport à quand l'heure tourne et que donc ça atteint midi ou 14h au niveau des pays européens, où ça a été là le gros des manifestations, activité collective, c'est situé au niveau de l'Europe, donc il y avait beaucoup de populations impliquées, et cette masse se retrouve répercutée en quelque sorte, ou reflétée au niveau de la courbe. Donc ça débute un petit peu, ça frémit au début, et quand on est sur le gros de l'événement, et donc le gros, l'aspect global de l'événement, ou en tout cas la principale zone, là effectivement, globalement les résultats le montrent, et d'autant plus ceux qui sont situés en Europe, enfin les EGG situés en Europe. Alors reprenons les autres événements qui apparaissaient dans le papier de Pigani, dans Psychologie Magazine, c'était au mois de décembre si ma mémoire est bonne. Il y a la mort de Lady Di.
Racontez ce qui s'est passé. Ça fait partie tout simplement des premiers événements qui ont été suivis par le projet. Et en l'occurrence, il n'y avait pas encore le 11 septembre 2001. Donc on va en parler après parce qu'il y a un autre phénomène qui est encore plus intéressant, je dirais, que la simple captation de l'émotion. Oui, tout à fait. Alors, restons avec la princesse disparue. Et donc là, l'émotion a été collective à travers le monde. Et là, effectivement, à l'occasion de cet événement, qui n'est pas un événement sportif, qui n'est pas forcément un événement de crise internationale, néanmoins... C'est de l'émotionnel pur. C'est de l'émotionnel pur. Là, les anomalies apparaissent. Et toujours pareil, à chaque fois, bien sûr, quand on parle d'anomalie ou de déviation au niveau de la courbe, cela est rapporté à des données statistiques, à des qualités statistiques qui donnent en fait le degré de probabilité de l'événement. Donc un événement, ça peut être une anomalie, mais de probabilité faible ou très faible, ou très très faible, que ça puisse être dû au hasard. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, Maxence Layet, c'est la différence qui pourrait exister entre une émotion de grande tristesse liée à la disparition de Lady Di et à côté l'enthousiasme, par exemple correspondant à la finale de la Coupe du Monde de football. Sont des états totalement différents pour les êtres humains. Oui. Est-ce que la courbe montre qu'il y a une implication des psychismes, mais que pour autant ce n'est pas la même implication, qu'elle partirait, pourquoi pas, dans une zone négative pour Lady Di, et puis qu'au contraire, elle soit dans un enthousiasme positif pour l'événement sportif? Là-dessus, Grégory, je ne sais pas si tu peux partager mon ressenti, mais c'est vrai que quand on regarde les courbes, on voit que dans certaines situations, dans certains cas de figure, la courbe s'effondre en termes d'écart par rapport à ce que le hasard devrait produire, oui. Et dans certains cas, au contraire, ça monte. Donc après, la signification qu'on pourrait y apporter n'est absolument pas, n'a jamais été abordée au niveau des... ça fait partie aussi des travaux qui doivent être quelque chose. Bon, mais reprenons... mais déjà constaté qu'il y a un événement global, c'est déjà constaté qu'il y a une anomalie globale au niveau du chiffre et déjà en soi une avancée. Ouais. Oui, ce qui est intéressant, tout à l'heure on parlait des états de communion de nombreuses personnes ensemble, par exemple lorsqu'on est à la Mecque ou lors des obsèques de Lady Diana, etc. Mais il semble que ces altérations du hasard, elles sont dues à deux états de communion des êtres humains entre eux. Il y a un état positif et un état négatif. C'est-à-dire quand de nombreuses personnes ressentent au même moment un choc émotionnel très fort, comme par exemple les attentats du World Trade Center, là aussi on a des courbes très impressionnantes. De même que quand on a une communion de personnes, une ferveur populaire pendant la finale du Super Bowl aux États-Unis, on a ce genre de... Oui, mais simplement je vous disais, parce que les courbes, il y a les courbes positives et les courbes négatives. Alors est-ce que cet état émotionnel serait reflété par la direction prise? Donc, ça n'a pas été analysé statistiquement pour l'instant. D'accord. Alors, il y a certains membres de l'équipe projet qui effectivement dans leurs commentaires évoquent le fait que là effectivement la courbe s'effondre et ça reflète un peu l'état de choc et l'état un peu de stupeur qu'on pouvait éprouver par rapport à certains types d'événements comme les tours qui s'effondrent, et par contre effectivement des moments de ferveur, de transport collectif, comme en l'occurrence ce qu'on pouvait éprouver à l'occasion des marches pour la paix du 15 février. Le 11 septembre, là il nous faut nous y arrêter parce que ça apparaît clairement sur tous les appareils. Alors expliquez comment. Parce qu'il y a une nuance par rapport à toutes les autres données. Et elle est de taille, cette nuance. Il faut déjà voir que... Voyons déjà l'événement, comment il est perçu. Et on donnera l'information complémentaire juste après. Il faut déjà voir qu'il y a, juste une petite parenthèse juste avant, mais pour 2 secondes, que l'équipe de Roger Nelson essaie de faire des prédictions. C'est-à-dire qu'ils disent, dans 2 semaines, il va y avoir tel événement qui va avoir un grand retentissement populaire. Nous devrions trouver, pendant cet événement, des déviations statistiques sur nos aigues. Oui, parce qu'en fait... Et après, ils vont essayer de constater le fait ou pas. Les ordinateurs fabriquent des chiffres depuis 98. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que, en continu, des chiffres sont générés au hasard. Donc en fait, au niveau des analyses statistiques, ils tronçonnent, ou en tout cas ils essayent de faire des projections, de se dire, tiens, là, telle période on va l'analyser. Ou alors,
mettons au soir du solstice d'été, hop, il va peut-être se passer quelque chose à l'occasion des festivités de la Saint-Jean par exemple. Alors, et en revanche, pour le 11 septembre, c'est typiquement l'exemple d'un événement qui fédère l'attention de tout le monde et qui est un choc psychologique pour des millions de personnes et qui était totalement imprévisible. Donc c'est après coup, après l'événement, que Nelson et ses collègues se précipitent sur l'ordinateur pour regarder ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses significatives? Et effectivement, quand ils font le déroulement de la journée, de minuit à minuit, le 11 septembre. Alors attendez, avant de faire le déroulement de la journée, prenons la physionomie de la courbe au moment de l'impact. Est-ce que, en fonction de toutes les autres courbes qui ont été dressées sur d'autres événements, il y a là une amplitude, parce que s'il y a un événement qui a touché le monde entier, c'est bien celui-là. Est-ce que l'amplitude était beaucoup plus grande que sur tous les autres événements? J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais l'amplitude fait partie des amplitudes vraiment grandes des événements. C'est peut-être pas la plus grande, mais c'est une amplitude vraiment notable, très notable. Et ce qui est intéressant, c'est le déroulement, c'est le profil de cette courbe tout le long de la journée. Entre minuit et un peu avant 9h du matin, entre minuit et un peu avant 9h du matin, la courbe correspond tout à fait au hasard, à ce qu'on peut s'y attendre. Le premier avion frappe la première tour à 8h45 à peu près, et il semblerait que quelques minutes avant le premier impact, la courbe commence déjà à frémir, elle monte un peu. Ce qui n'est pas sans rapport avec d'autres expériences faites par Dick Bierman sur les expériences de pressentiment qui sont faites à l'échelle d'un être humain seulement. Et la courbe commence à monter. Le deuxième avion frappe la deuxième tour 40 minutes après à peu près. Entre-temps, la courbe a commencé à redescendre et d'un seul coup, elle remonte au moment du deuxième impact, au moment où le deuxième impact est annoncé dans les médias. Puis elle redescend un tout petit peu, puis on annonce le troisième avion sur le Pentagone. La courbe remonte un petit peu. Mais jusque-là, cette déviation par rapport au hasard, elle est vraiment... S'il y avait que ça, on pourrait dire, bon, c'est peut-être un hasard, c'est un hasard des chiffres, on ne sait pas. Mais à partir du moment où la première tour s'effondre, et c'est là que symboliquement, il y a le choc le plus fort pour tout le monde occidental, où on voit les deux tours du World Trade Center qui s'écroulent d'un coup, le symbole psychologique est très très fort, quoi. C'est très prégnant comme événement. À partir de là, c'est très drôle à voir sur la courbe statistique, la courbe s'envole, et pendant toute la journée, elle va rester très haute. Alors, vous avez dit, quelques minutes auparavant, il semblerait bien qu'il y ait un frémissement, et c'est cette notion de précognition. Et des expériences avaient été tentées qui montraient apparemment que nous soyons capables de percevoir ce qui allait se passer, mais non pas dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est toujours des prédictions, disons, dans les 24 heures, c'est bien cela? En général, même moins que ça. Pour ce qui est des expériences elles-mêmes qui ont été popularisées par Dick Bierman, mais qui ont été initiées par Dean Radin notamment, c'est à l'échelle de la seconde. C'est-à-dire qu'on prend l'hypothèse, c'est de dire, si des voyants sont capables de prédire l'avenir ou de sentir un événement qui va avoir lieu de manière vraiment constatable, peut-être que cette même capacité fait partie de l'arsenal psychologique de tout être humain normalement constitué, mais à un degré bien moindre. Donc chacun a des compétences artistiques, mais de plus ou moins grande échelle. Alors à l'instant précis, prenons l'image, à l'instant précis du tirage du loto, une fraction de seconde avant, j'ai les chiffres qui s'affichent. J'ai pas le temps d'aller valider mon billet. C'est une manière assez grossière de montrer la chose, parce que les expériences de pressentiment sont beaucoup plus... En fait, le principe, c'est de mettre une personne devant un ordinateur. On lui met des capteurs sur les doigts, par exemple, ou récemment, on a fait ça avec des scanners pour voir l'activité cérébrale pendant qu'il est devant cet ordinateur. Et toutes les 5 secondes, s'affiche une image devant lui. Et les capteurs permettent... c'est des petits capteurs qui sont branchés sur les doigts et qui mesurent le micro-stress, c'est-à-dire la sueur, la micro-sueur qui est générée par le stress, un stress qu'on ressent pas nous-mêmes, quoi. Mais par exemple, pendant que je suis en train de vous parler en ce moment, j'ai un micro-stress dans les doigts parce que c'est la première fois que je passe à la radio, donc je fais peur, hein. Et puis vous faites peur, vous avez l'air très très méchant. Et les expériences de Bierman semblent montrer, et sont corrélées par d'autres expériences d'autres chercheurs, que une seconde avant que l'image apparaisse, seulement quand l'image est choquante, qu'elle va produire un choc émotionnel, et bien le micro-stress augmente. Et quand c'est une image plate, c'est-à-dire par exemple un verre d'eau vide sur un bar, ce qui a rien d'émotionnellement choquant,
il se passe rien, le microstress reste stable. Voilà, une image d'horreur, ma photo qui va apparaître, Voilà. toc, il y a la montée de stress. Moi j'ai essayé une fois sur un des ordinateurs de Biermann. Merci. Merci de confirmer. Et donc j'ai vu les images qui étaient utilisées. Alors effectivement, les images neutres, c'est vraiment des images neutres, un verre d'eau sur un comptoir. Et les images choquantes, ça peut être choquant ou excitant. Alors, une image choquante à laquelle j'avais été soumis, c'était un accident de voiture. Donc on voyait tous les détails des personnes qui avaient été accidentées. Ouais. Alors c'est évidemment pas agréable du tout sur le moment. Et une autre image beaucoup plus excitante, c'est une jeune femme blonde dénudée qui s'offre à moi. Et alors, malheureusement, ce n'était qu'une image. Mais ça vous a mis quand même dans tous les états et c'est prouvé scientifiquement. Biermann m'a pas dit le résultat de cette image-là en particulier. Alors, restons sur ce principe de précognition, puisqu'on appelle ça la précognition, le jour du 11 novembre, l'ensemble de la population percevrait l'événement alors qu'il commence à se dérouler, alors que l'avion est en vol avant qu'il ne frappe les tours. Oui, alors ça rajoute encore du 11 septembre. Du 11 septembre. Oui. Ça rajoute du bizarre à ce qui est déjà bizarre comme résultat, parce que déjà qu'on ait des courbes qui dévient de manière anormale pendant que les tours sont frappées et pendant que les tours s'effondrent, c'est déjà étonnant. Mais dire qu'il se trouve que quelques minutes avant le premier impact, la courbe commence à monter, ça suggère effectivement que de manière inconsciente pour nous, notre stress inconscient perçoit un événement grave qui va arriver. Sauf que lorsqu'il y a la photo, l'expérience que vous avez vécue, il n'y a pas la moindre information palpable. Là, imaginons que nous soyons tous, ce qui semble être la corrélation de tous ces travaux menés depuis des années, que nous soyons tous en lien, les personnes qui sont dans l'avion, il y a les terroristes qui viennent de se manifester, il y a donc 100 personnes qui ressentent ce choc émotionnel. Oui. Elles sont liées d'autant plus avec leur famille qui, elles aussi, percevraient à distance. Et là, il y a une forme d'amplitude du drame perçu par la population qui grandit et qui fait qu'à un moment donné, ça devient presque normal que la courbe s'infléchisse puisque nous sommes conscients de l'événement avant de le connaître. Et ça fait partie effectivement des hypothèses ou en tout cas des explications qui sont avancées dans les documents qui sont donc des rapports sur cette fameuse journée du 11 septembre et toutes les analyses possibles au niveau de ce qui s'est manifesté sur les écrans. C'est que en fait, l'anticipation qui a été constatée au niveau de la courbe par rapport à l'événement en termes d'événements datés à une heure et une minute précise, ça correspondrait au groupe de personnes, enfin en tout cas c'est une des explications avancées, hein. Donc cela correspondrait, l'anticipation correspondrait en fait à un premier groupe ou au premier groupe impliqué dans l'événement qui sont donc les terroristes, les otages et qui donc éprouvent quelque chose qui est très fort et c'est cette chose qui est très forte au moment où ça commence à se vivre, même si c'est extrêmement minime, qui serait donc commence à résonner au niveau du... Comme on jetterait une petite pierre dans un lac et des ondes... C'est la télépathie pure. En revanche, ce n'est pas, contrairement à l'image qui, elle, vous n'avez pas la moindre information, eh bien, c'est pas une minute avant que les terroristes se manifestent que l'on voit le frissonnement de la courbe. Je ne sais pas quel nombre de minutes exact, mais c'est clairement plusieurs minutes, peut-être une quinzaine de minutes ou une dizaine de minutes. Une demi-heure à peu près. Une demi-heure, oui. Avant que le premier avion tombe sur la première tour. Alors c'est important, puis après, on s'arrête pour faire une page. Attendez, on va continuer la conversation, on fait une page de pub et on revient là-dessus. Marc Mémon et ses invités. Ah, ça pose des questions, hein, les propos de nos invités. Nous sommes avec Grégory Gutiérrez. Il travaille à l'Institut Métapsychique. Je rappelle que cet institut a été créé à la fin du 19e siècle par de grands savants. Au début du 20e, en 1919. Ah, d'accord. Avec Marion, Richet et autres. Voilà. Que des gens comme Pierre et Marie Curie ont participé à certaines réunions. Ils ont participé à des réunions avec des membres de l'Institut de temps à autre, mais ils n'ont pas participé à l'Institut. Non, mais il y avait des réunions où on essayait de tester les phénomènes parapsy. Oui, au début du siècle, la métapsychique, comme on l'appelait alors, avait un statut autrement
noble. Autrement plus noble que la parapsychologie aujourd'hui en France. C'est un sujet d'étude pour l'élite, oui. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, l'élite s'en détourne. Oui. Mais ils y reviennent. Oui, j'ai quelques lettres ici de chercheurs du CNRS qui nous écoutent tous les dimanches matins, donc ça prouve que sous le manteau, ils sont curieux. Ah mais on a des gens du CNRS et autres qui sont intéressés, qui viennent nous voir à l'Institut. Très bien. Ouais. Et Maxence Layet avec nous, journaliste indépendant, spécialisé dans les nouvelles technologies. Alors, le 11 septembre, ce choc, restons 2 secondes sur l'hypothèse, est-ce qu'il y a la perception de ce qui arrive avant qu'il y ait la moindre manifestation du côté des terroristes, avant qu'ils ne se soient déclarés devant les passagers des avions dans lesquels ils se trouvent? Là, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avant que l'événement se déclare sur toutes les télés et radios du monde, en tout cas, la courbe manifeste une anticipation, ou enfin ce qu'on peut appeler une anticipation, c'est-à-dire en fait, avant que l'événement ait vraiment lieu, médiatiquement parlant, et soit donc consciemment perçu, que tout le monde en soit informé, la courbe manifeste un premier écart par rapport à ce que le hasard devrait produire. Et donc après, par rapport à ça, on peut effectivement imaginer que c'est soit l'équipe, enfin les personnes impliquées au tout début de l'événement, terroristes et otages, qui commencent à entrer en résonance, ou en tout cas à émettre quelque chose, et c'est ce quelque chose-là qui pourrait être capté, mais bon, ça peut se discuter hein, comme proposition, ou effectivement on peut aussi prendre l'hypothèse que cet événement, qui va avoir des répercussions importantes, pourrait être donc pressenti par l'inconscient collectif. Alors, dans cette notion d'inconscient collectif, parmi les nombreuses questions qui nous sont venues au 01 47 23, oui, attendez, 47 23 15 15. Je sais même plus le numéro de téléphone auquel on veut nous joindre. C'est pas grave, vous le savez vous, c'est ça l'essentiel. Est-ce que les animaux qui sont entités vivantes peuvent participer à cette psyché globale? Alors, grande question. Pour répondre à cette question, il faudrait répondre à une autre question. Parce que là, Teilhard de Chardin, pour lui, c'était une évidence, c'était une hypothèse à l'époque au combien hardi, mais il estimait que tous les êtres vivants influaient sur cette noosphère. Voilà. Mais et pour répondre à la question que vous posez, il faudrait répondre d'abord à une autre question. Est-ce que les animaux ont une conscience de la même manière que les hommes ont une conscience? Peut-être pas de la même manière, mais sans doute qu'ils ont une conscience. Sinon, l'animal qui se retrouve devant un lion, il se mettrait pas à courir s'il n'avait pas conscience de... Oui, mais si j'agis en rationaliste, oui. Je vous dirais, oui, mais c'est l'instinct chez l'animal, oui, alors que c'est l'intelligence chez l'homme qui fait qu'on va courir devant un lion, quoi. Sauf que les loups sont capables d'une stratégie pour capturer une proie. Alors il est difficile que ce soit uniquement l'instinct là aussi. Ah oui, bah c'est un long débat. On peut faire toute une émission. On est très intéressant d'ailleurs, hein, parce que ça pose des questions sur ce que c'est que l'intelligence humaine et animale, et sur ce que c'est que le terme de conscience. Toute la parapsychologie, toute l'énigme de la parapsychologie, c'est pour ça que c'est une science, une discipline si controversée, qui a tellement de mal dans certains pays, notamment en France en ce moment, à percer, c'est que son champ d'étude finalement, c'est pas la télépathie ni la voyance ni autre chose, c'est les mécanismes de la conscience humaine. Et de la pensée. Et de la pensée, c'est ça. Qu'est-ce que la pensée? Parce qu'on peut nous raconter ce que l'on veut, branchement des neurones, etc. Peut-être que la pensée est extérieure au cerveau. Et c'est difficile avec les méthodes classiques habituelles de la science de pouvoir étudier la conscience, parce que c'est comme si vous demandiez comme si vous étiez bricoleur et que l'engin que vous ayez à réparer avec votre tournevis, bah, c'est justement votre tournevis. Comment vous allez faire pour utiliser l'outil que vous utilisez habituellement pour réfléchir sur cet outil? Voilà. Non, on est d'accord. Moi j'aime bien quand on se prend la tête comme ça. Et alors, autre question. C'est le cas de le dire, on se prend la tête. Oui, c'est bien. C'est sur un lieu comme Lourdes. Que pourrait-on jauger de la force, puisqu'il y a eu des groupes de prière qui ont été étudiés, des gens qui se rencontrent pour essayer d'influencer? Est-ce que là, les courbes ont une configuration différente de ce que l'on note sur les autres événements? Là, en l'occurrence, le plus simple serait de placer un egg à Lourdes et pourquoi pas de voir
ce qui peut se produire ou ce qui peut être généré tant localement que globalement, bien sûr, mais avant tout localement, au niveau des chiffres qui sont produits en situation quotidienne de procession ou de pèlerinage à Lourdes, et aussi en situation, pourquoi pas, de miracle et de propagation de cette information au niveau de tous les pèlerins qu'il peut y avoir sur Lourdes. Mais en fait, les travaux de Nelson et l'historique... Il y en a eu quelques-uns sur la méditation, alors on pourrait avoir une extrapolation. Effectivement, oui. Quand le dispositif a été sorti des labos et placé sur le terrain, il y a... des anomalies sont constatées au niveau, dans l'analyse statistique des données produites par le petit module informatique. Mais à chaque fois, ce qui est bien étudié, c'est l'être humain. Et donc, Nelson, dans ce projet plus global, il est à l'écoute d'une pensée consciente, en tout cas d'une pensée qui va être focalisée sur un même élément partagé par tout le monde. Oui, mais c'est pour ça, il y a d'un côté l'émotion, on est récepteur, oui. C'est tout ce que l'on a évoqué comme drame, ou comme événement heureux, style Coupe du Monde, etc., etc. Et puis après, il y a la force d'action de la conscience, je dirais presque sur l'inconscient. En l'occurrence, on se retrouve à un petit groupe, on médite, on a une volonté d'agir psychiquement. Oui. Alors, et la volonté d'agir psychiquement n'est pas forcément sur le dispositif. Non, le dispositif n'est que le témoin passif, bien sûr, d'une pensée cohérente, partagée, commune. Voilà. Alors, est-ce que les courbes sont de la même configuration du côté émotionnel ou dans l'intention de penser? Est-ce que c'est pareil? Ou est-ce que ça se manifeste d'une autre manière? À première vue, oui, c'est identique, puisqu'en fait, le capteur est passif. Donc, quelle que soit l'intention des personnes, si c'est une intention qui est partagée par un groupe, d'autant plus si le groupe est à l'échelle de la planète, le capteur pourrait, ou est censé en tout cas il sert à établir ce fait-là, pourrait témoigner que quelque chose se passe en termes de pensée inconsciente ou inconsciente collective. Au niveau du mécanisme lui-même, on va prendre une analogie rapide. Quand on est au lycée ou au collège, on nous apprend les bases de la physique et notamment du magnétisme. Pour ça, on prend de la limaille de fer qu'on jette de manière désordonnée sur une table et on pose un aimant assez fort à côté. Et d'un seul coup, les petits grains de limaille de fer s'ordonnent et dessinent les champs de force de cet aimant. La limaille, ils sont tous orientés dans le même sens. D'un seul coup, ils sont mis en rang. Il n'y a plus de hasard, tout est ordonné. Eh bien, les aigues, c'est d'une certaine manière le même type de manifestation au moment où un grand nombre de personnes sont focalisées sur le même événement, que ce soit un choc émotionnel ou une méditation longue et intense, que ce soit quelque chose de volontaire ou quelque chose de subi, d'un seul coup, la limaille de fer de notre pensée s'organise. On est vraiment dans la notion d'un thermomètre ou d'une mesure de température psychique. Alors, pour aller plus loin, afin de tirer les informations primordiales et qui nous permettraient de comprendre s'il y a effectivement une sorte d'entité et d'incident, de lien entre les uns et les autres, il faudrait un groupe de prière d'un côté, dans une pièce plus loin, une personne qui par exemple serait malade et le groupe de prière cherchant à influencer cette personne sans qu'elle le sache éventuellement et avec un capteur sur la personne. Il y a eu mieux que ça. Ah, il y a eu mieux que ça. Il y a eu ces dernières années des expériences justement sur les groupes de prière. Oui, mais justement, capteur ou pas capteur? C'est très simple. On a demandé à des groupes de prière de prier pour un certain nombre de personnes qui étaient dans des hôpitaux, malades de cancer par exemple. Ces personnes-là dans les hôpitaux n'étaient pas au courant qu'on priait pour elles. Et il y avait un groupe témoin de personnes qu'on a suivi aussi, de malades, pour qui personne ne priait. Les groupes de prière en question, ils avaient juste une photo des malades ou, parfois, dans d'autres expériences, simplement le numéro de leur dossier à l'hôpital. Ils ne savaient rien d'autre de ces personnes-là. On leur demandait juste prier pour que ces personnes-là, tous ces chiffres-là, ces personnes-là guérissent. Et il y a eu 3 ou 4 expériences ces dernières années sur ce principe-là, donc en double aveugle, on appelle ça, et qui montrent qu'effectivement, le groupe témoin guérit moins que le groupe pour lequel on a prié. Et le Global Consciousness Project permet de donner un cadre théorique pour expliquer les faits constatés. Et bien moi j'aimerais voir les courbes maintenant.
faudrait tenter ça avec les courbes et donc les capteurs. Merci à tous les deux, vous avez été passionnants. Il fallait être attentif pour suivre vos propos, mais moi je trouve que c'est normal, parce que sinon on est dans le badinage et ça n'a pas grand intérêt. Et nous nous retrouvons tous les dimanches matins pour avoir le plaisir de la réflexion. Nous étions avec Grégory Gutiérrez, il travaille à l'Institut Métapsychique, Maxence Leyet, et on peut donner, juste pour conclure, c'est le projet, la Global Conscience Project. L'adresse du site du Global Conscience Project, c'est noosphère.princeton.edu. Très bien, voilà. Merci beaucoup.